Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg au Parlement européen où se tient actuellement la session plénière du Parlement. Je suis avec Isabelle Thomas, qui est députée européenne française et vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates. Isabelle Thomas, bonjour. Bonsoir. Nous sommes le 15 février, ça a été une journée plutôt de déception aujourd'hui au Parlement européen. Premièrement parce que c'est le jour où le CETA a été adopté aujourd'hui en session plénière, adopté à 408 voix contre 254. Un accord de libre-échange avec le Canada très décrié, contre lequel vous vous êtes notamment vous-même battu depuis des années. Qu'est-ce que vous inspire ce vote aujourd'hui ? C'est une très triste journée pour l'Union européenne, pour les citoyens européens et j'ai envie de dire pour la planète. Parce que ces accords de libre-échange sont des accords qui n'ont aucun dispositif vertueux sur le plan environnemental et social. Ni non plus sur le plan alimentaire, sanitaire, bref, qui au contraire risque de favoriser l'accumulation de rejets de règles de protection, que ce soit des règles de protection alimentaire, des règles de protection sanitaire, des règles de protection environnementale, des règles de protection sociale, par le fait que finalement, notamment à cause des mécanismes d'arbitrage entre les investisseurs, c'est-à-dire en fait les grosses firmes multinationales et les États, eh bien, il y a une sorte de suprématie en faveur des firmes puisqu'elles peuvent aller dans des tribunaux d'arbitrage pour obtenir des dommages et intérêts, des compensations, quand un État juge pour l'intérêt général nécessaire de protéger l'environnement ou juge nécessaire de protéger les citoyens des méfaits des produits chimiques ou juge nécessaire de protéger les citoyens sur le plan des conditions de travail ou du droit social. Donc en fait, cette suprématie, ce risque de suprématie des multinationales sur les États par ces mécanismes d'arbitrage risque d'avoir des conséquences importantes. Vous y voyez un problème démocratique, visiblement. D'une part, un problème démocratique parce que les États membres se poseront la question de légiférer, par exemple, pour interdire la consommation de tels produits chimiques ou pour interdire la consommation de tel aliment qui risque de poser des problèmes de santé, ou se posera des questions pour légiférer sur le plan social parce qu'il aura toujours la crainte que ces firmes multinationales le traînent devant les tribunaux d'arbitrage pour demander des dommages et intérêts qui peuvent s'élever parfois à des dizaines de millions d'euros de dommages et intérêts de compensation. Donc forcément, ça va un peu les échauder. D'autant plus que la charge de la preuve, qu'il y a bien intérêt général, qu'il n'y a pas de volonté de nuire sur ces multinationales, incombera non pas aux multinationales, mais aux États membres. C'est pourquoi c'est vraiment une très triste journée, avec un vote qui, alors évidemment, si on regarde les votes qui ont eu lieu sur les accords de libre-échange, je me souviens, c'était en 2012 ou 2013 sur le TTIP, c'est-à-dire sur l'accord, le même accord mais avec les États-Unis, on avait des scores encore pires. C'est-à-dire que de mémoire, on n'atteignait pas ou tout juste les 100 députés. Donc on sent que il y a des consciences qui s'éveillent. Les consciences s'éveillent, c'est ça. Il y a des consciences qui s'éveillent. Une mobilisation citoyenne qui a été Et une mobilisation, c'est bien des consciences qui s'éveillent chez les citoyens, chez les parlementaires, chez les politiques. Mais malheureusement, on est loin encore. On est à plus de 80 voix, je crois. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais d'obtenir la majorité. Non, je crois que c'est ça. 408, non, mais s'il y en a, je m'excuse, mais s'il y en a 80 qui basculent, on est à 80 voix de la majorité. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Et à la fois, on n'est pas loin du but, et à la fois, c'était évidemment très triste ce qui s'est passé aujourd'hui. Un motif de satisfaction, notamment au niveau de la délégation socialiste française, je crois. On a vu que vous avez réussi à... D'abord, ça c'est un motif de satisfaction, effectivement, que tous les socialistes français aient été unis pour voter contre l'accord de libre-échange avec le Canada. Ce qui est aussi un motif de satisfaction, c'est que là où vraiment les consciences progressent, c'est dans le groupe socialiste et démocrate de manière importante, puisque, je sais pas encore, on aura les calculs demain, mais je pense qu'on devrait atteindre 60-40. Donc il y a une progression, mais le fait est là. Le vote est perdu et c'est très triste aujourd'hui au Parlement européen. Et alors qu'on insiste sur la nécessité de réguler cette mondialisation, déréguler justement
par tous les dégâts qu'elle a provoqués en termes de droits sociaux, en termes environnementaux, etc. Vous avez la sensation qu'on n'a pas su prendre la mesure de l'événement en refusant ce CETA. On repart, on remet une pièce dans la machine pour des vieux mécanismes d'un monde qui... Exactement, c'est vraiment un accord de libre-échange qui, à l'ancienne, qui ne devrait plus avoir sa place dans le XXIe siècle. C'est très clair et c'est la raison pour laquelle maintenant ce qu'il faut, c'est nous atteler à élaborer une doctrine et des règles du jeu pour le commerce international qui soient des règles du jeu vertueuses. Je vais prendre des exemples très concrets. Par exemple, le fait que ce qu'on a fait d'ailleurs avec la sidérurgie et l'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire que lorsque il y a des accords internationaux ou s'il y a des exportateurs, enfin plutôt des importateurs qui veulent vendre leurs produits en Europe, alors ils devront respecter les règles du jeu environnementales, sociales, sanitaires qu'a imposé l'Union européenne. Et donc c'est un objet vertueux parce que d'un côté, ça permettra d'avoir des règles meilleures évidemment au sein de l'Union européenne et qu'elles soient respectées et qu'elles ne soient pas débordées par une concurrence déloyale avec des règles carbone ou des règles sociales inférieures. Mais en plus, ça aura un objet vertueux, ça aura des conséquences vertueuses pour ces grandes firmes multinationales qui, si elles veulent vendre en Europe, seront obligées de respecter ces règles si elles ne veulent pas payer de compensation. Donc là, il y a un travail à faire, il y a toute une doctrine à écrire, tout un chapitre des relations commerciales à réinventer. Et donc, pour finir ce point sur une note optimiste, nous allons nous atteler à ça. Et j'espère bien que ce sera le dernier accord de libre-échange voté par le Parlement européen de manière définitive. Vous citiez l'ajustement carbone comme justement une des mesures de régulation dans ce futur qu'on espère tous pour le commerce international. Et notamment un rapport aujourd'hui qui portait un peu sur la question, le rapport ETS, donc sur l'Emission Trading Scheme, à savoir du coup le marché carbone, pour tenter de réduire les émissions de gaz et pour combattre en fait le changement climatique. Et ça a été une deuxième déception aujourd'hui, puisque le compromis sur lequel notamment a travaillé un de vos collègues, Édouard Martin, a été en quelque sorte vidé de son sens, notamment par la majorité PPE. Comment est-ce que vous avez vécu cette deuxième déception ? C'est la deuxième raison à ma grande tristesse. C'est pour ça que je dis que cette journée du 15 février est très triste, parce que c'est une deuxième défaite qui, elle aussi, aura des conséquences sur le climat et donc sur l'ensemble de la planète. Il y avait une volonté depuis longtemps au Parlement européen, en plus, de porter un marché carbone vertueux, c'est-à-dire en fait permettre, grâce à ce marché, des investissements par les entreprises pour diminuer dans leur production les émissions de carbone. Il y avait l'idée dans ce rapport de diminuer les plafonds de quotas de 2,4. Au lieu de ça, le chiffre qui a été voté aujourd'hui, c'est 2,2. Oui, et ça sera moins ambitieux. Et ça sera donc insuffisant pour justement permettre les investissements nécessaires dans la production pour diminuer les émissions de carbone. Donc ça, c'est un premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est que beaucoup ont subi les assauts des lobbies pour que cet ajustement carbone aux frontières, alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué le mécanisme, mais en gros, il s'agit justement, quand il y a importation en Europe, de faire payer les importateurs pour investir dans des modes de production, des process moins émetteurs de CO2. Et notamment, on voulait ouvrir à d'autres secteurs et à celui du ciment. Du ciment, ouais. Et les lobbies ont tellement fait pression ça a été exclu, que ça n'a pas été voté. Et très clairement, la droite a une très unanime a empêché que ce secteur soit
rentre dans le processus de l'ajustement carbone aux frontières et aussi à empêcher que l'objectif soit réduit à 2,2 sur les plafonds au lieu des 2,4 prévus. Donc finalement, on continuera à subir en Europe un dumping environnemental, un dumping carbone, si je puis dire, qui ne répond absolument pas aux exigences de la COP21 signée à Paris. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie à se réjouir de tout ce qui a été voté, de tout ce qui a été signé à Paris au moment de la COP21 et qui finalement est complètement balayé dès que l'on rentre dans les textes, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans la réglementation, dès qu'on rentre dans l'obligation. Alors il y a quand même quelques raisons de se réjouir. Il y a eu quand même la validation du fonds d'ajustement, donc ça c'est une bonne chose. Il y a quelques petits points qui malgré tout redonnent un peu le sourire, mais c'est malgré tout une défaite et le compte n'y est pas. J'aimerais finir sur une note un peu plus positive, en tout cas un peu plus d'espoir, et plus nationale aussi, pour parler de la campagne présidentielle qui s'ouvre et qui va nous tenir en haleine pendant les mois à venir. Vous soutenez Benoît Hamon, qui a été le candidat investi par le Parti socialiste. Et Benoît Hamon propose, en tout cas défend l'idée d'un futur désirable, dans lesquels on voit que toutes ces priorités, notamment européennes, auront une grande place. Il a des positions sur les perturbateurs endocriniens et des positions sur les grandes alliances à construire à gauche en Europe pour parvenir à ces objectifs en termes d'harmonisation fiscale, sociale, etc. Vous avez comme responsabilité, je crois, la coordination, la supervision du projet Europe du candidat, c'est bien ça? Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots les priorités que vous allez défendre avec Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle? Oui, effectivement, c'est une année européenne qui sera aussi traversée par des moments forts sur le plan national, puisque auront lieu très prochainement les élections nationales aux Pays-Bas. Auront lieu ensuite les élections nationales présidentielles et législatives en France. Et puis, en octobre prochain, les élections législatives en Allemagne. Donc évidemment, deux des plus grands pays de l'Union européenne sont en élection nationale. Ce sont évidemment des moments importants, surtout que nous avons Martin Schulz en Allemagne, qui est candidat pour le SPD et qui connaît bien, les questions européennes, puisqu'il a été président du Parlement, comme chacun sait. Et puis Benoît Hamon, qui a été lui aussi député européen, qui connaît très bien les questions européennes. Et j'ai l'honneur, effectivement, de représenter, mais de chapeauter le pôle Europe de l'équipe de campagne de Benoît Hamon. Et donc effectivement, les grands thèmes européens, ce sont les grands thèmes qu'il a développés dans sa campagne des primaires et qui sont finalement très liés aux thèmes nationaux, c'est-à-dire la transition écologique, dont la transition énergétique, mais au-delà de la transition énergétique, la transition écologique qui intègre la question du climat, mais aussi la question de la transition de l'agriculture, mais aussi la transition des modes de transport, de l'ajustement carbone dont on vient de parler. Donc, premier grand thème, la transition écologique, qui bien évidemment passera par un projet européen et notamment par un grand plan d'investissement pour la transition écologique qu'il a chiffré à 1000 milliards et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et puis la transition démocratique qui certes est déclinée en France par le projet de Benoît Hamon, mais qui doit être aussi déclinée sur le plan européen, notamment par le fait qu'aujourd'hui, une grande partie des décisions se prennent au sein du Conseil, dans l'opacité, par des diplomates, ce qui ne constitue pas véritablement une décision prise transparente et démocratique, des peuples sont au Parlement. Alors que les représentants élus démocratiquement sont au Parlement. Donc il y a sur cette question de la transition démocratique une déclinaison au niveau national, une déclinaison au niveau européen, et notamment puisqu'on a aussi voté ce rapport cette semaine au Parlement, la question de la gouvernance de la zone euro, pour laquelle Benoît Hamon propose, par exemple, que cette gouvernance de la zone euro, elle aussi, ne soit pas complètement cloisonnée à une gouvernance au sein du Conseil de la zone euro, de l'Eurogroupe, mais qu'elle soit aussi prise en charge par les parlements nationaux,
pour que nationaux et européens, pour avoir une transparence et une décision démocratique. Et puis, il y a bien sûr le troisième point qui est l'urgence sociale, qui est traité au niveau national, notamment avec le revenu universel d'existence dont nous avons parlé, mais qui doit être aussi décliné au niveau européen, avec en priorité, me semble-t-il, la question de l'harmonisation sociale, que l'on appelle ici aussi beaucoup la convergence sociale, afin justement de stopper cette concurrence entre les travailleurs qui détricotent chaque jour un peu plus l'esprit européen, le rêve européen auquel ont cru beaucoup de nos concitoyens et qu'il s'agit de ranimer aujourd'hui. En tout cas, on souhaite bon courage on vous souhaite bon courage dans cette campagne aux côtés de Benoît Hamon, justement pour essayer de réinsuffler un peu ce rêve européen qui manque un peu en ce moment. Et espérons que des journées comme celle du 15 février fassent à partir de demain définitivement partie du passé et qu'on passe à un autre chapitre avec Benoît Hamon en France et qui sait peut-être Martin Schulz en Allemagne. On le souhaite. Merci Isabelle Thomas, à bientôt.